Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va démarrer, hein, même si je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. On va essayer de respecter le créneau horaire. Écoutez, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire qui est consacré donc à l'UX design au service des startups. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par nous présenter, hein, qui est iCube, qui est Monordo, et puis après nous vous présenterons la manière dont nous avons imaginé une démarche UX au service de la startup qu'est Monordo. Donc rapidement, pour me présenter, donc moi je suis Laurent Pichot, je suis UX designer. Je travaille donc chez Soyuz, qui est l'agence digitale de iCube, et iCube d'ailleurs qui vient de se rapprocher, comme vous l'avez peut-être vu sur les différents réseaux, qui s'est rapproché récemment de Talent. Voilà, donc notre équipe toulousaine, elle est constituée de 7 designers aux compétences complémentaires. Ça, c'est une force pour nous, et nous sommes intervenus donc pour accompagner Monordo dans sa stratégie de conception produit. Donc à mes côtés se trouve Sébastien Bonnet. Alors nous avons un petit problème technique malheureusement de caméra, donc on va être obligé de tourner notre ordinateur pour se donner la parole simultanément. Ça va pas forcément être évident. Bon, en tout cas, je vous remercie de nous excuser pour ce petit aléa. Voilà, donc je passe la parole à Sébastien. Ok, donc bonjour à tous. Donc je ne sais pas si vous me voyez tous bien. Alors. On a un petit temps de latence, on dirait, sur la vidéo. Oui, c'est bon, très bien. Ok, super. Donc, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. Donc, je vais nous présenter rapidement. Donc, moi, je suis Sébastien Bonnet, je suis CEO de Monordo et fondateur aussi de la société, donc qui a été créée en 2019. Donc moi j'ai un double cursus, doctorat en pharmacie et école de commerce. Je suis accompagné depuis donc par une équipe de 8 personnes. Donc là je vais vous présenter seulement les membres fondateurs. Donc on a Léo Péchin qui nous a fait toute l'infrastructure informatique. Donc c'est le CTO de l'entreprise qui a une spécialité donc dans la blockchain et dans la data. Et qui s'occupe du coup de toute l'infrastructure d'information de Monordo. On a aussi Naji qui fait partie effectivement des cofondateurs. Alors Naji, il est CMO chez Monordo, donc Chief Marketing Officer. Donc c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est, on va dire, communication, marketing, branding aussi. Et c'est lui qui crée l'image de la société et qui la diffuse sur les réseaux, dans la presse et sur tous les supports qu'on peut utiliser. On a aussi été accompagné par une équipe d'investisseurs donc depuis le mois de janvier 2020 qui, en plus de nous solidifier financièrement, nous apporte une expertise et une expérience puisque c'est tous des entrepreneurs chevronnés avec 15-20 ans d'expérience dans ce milieu-là et qui nous aident un petit peu à driver nos différents sujets stratégiques. Donc l'équipe qui est là, donc ça a un impact sur l'UX. Pourquoi ? Parce qu'en général, c'est 3 profils qui sont plutôt essentiels dans la conception d'un produit. Donc, du coup, moi, plus sur la partie métier, puisque en tant que pharmacien d'officine, j'ai la vision métier du produit. Léo, lui, c'était plus la vision technique, puisque en général, il y a le métier. Après, il faut savoir aussi technologiquement qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis Naji, plus sur le côté marketing, utilisateur, positionnement du produit sur le marché et un petit peu aussi les attentes du coup des utilisateurs qu'on va avoir derrière et qu'on va adresser. Et puis bon, team up sur des problématiques de plus de financement. Donc voilà, donc ça c'est l'équipe Monordo, donc une équipe 100% toulousaine pour le moment, donc bien de chez nous. Donc alors je vais changer ici, paf. Donc là, chez Monordo, de quelle problématique on part? Donc on part d'une problématique qu'on connaît un petit peu tous, auquel beaucoup de gens se confrontent quotidiennement, c'est les prescriptions médicales papier. Donc moi, je suis parti du constat que j'avais de ma pratique de pharmacien. Ça veut dire, j'ai travaillé pendant quelques années au comptoir d'une pharmacie et quotidiennement, c'était à peu près 150, 200 patients par jour qu'on voyait. Donc ça veut dire 150, 200 ordonnances papier.
Donc avec tous les problèmes que moi j'ai pu constater, donc déjà du côté du pharmacien avec la nécessité de scanner les ordonnances, de les déchiffrer, de s'assurer de leur provenance, de les scanner, de les tamponner, d'imprimer au dos, et puis toute la gestion un peu chaotique qu'on avait autour de ça. Donc nous, on gérait avec des bannettes pour les renouvellements des patients, les échanges par mail, les fax qui arrivaient, le papier qu'on utilisait, qu'on réutilisait, les impressions incessantes qu'on faisait. Puis aussi du côté patient, puisque le patient en souffre aussi également, puisque il oubliait ses renouvellements, il oubliait ses prescriptions, il était incapable de savoir ce qui avait été délivré de manière claire, et puis la traçabilité sur les prescriptions, il ne savait pas où il en était de ses renouvellements, etc. Et puis toutes les pertes et toute cette problématique de papier, en fait, elle se retrouve aussi chez le médecin, puisque quand le patient perd ses prescriptions, il faut qu'il demande des duplicata à son médecin, qu'il les envoie par mail au patient, qu'il les envoie par fax à la pharmacie. Enfin bref, il y avait tout un système en fait d'information médicale qui m'a un peu sauté aux yeux en me disant mais attends, demain finalement comment on va gérer tout ça et moi j'étais convaincu que on le gérerait plus de manière papier, mais plutôt depuis une interface mobile. Et plutôt sur un smartphone en fait qui nous aidera avec les datas à rendre la chose un peu intelligente et qui va aider finalement beaucoup de gens et des professionnels et des patients à mieux se prendre en charge et à avoir un système qui est plus fluide, plus ergonomique, plus intuitif. Et c'est tout là en fait où est le challenge qu'on relève aujourd'hui. Donc on s'appuie sur plusieurs constats. Déjà, le premier constat, c'est des normes de e-prescription qui sont en train d'être mises en place par la sécurité sociale et qui visent à standardiser, à structurer informatiquement toutes les données d'une prescription et qui va être imposée à tous les éditeurs et à tous les professionnels de santé et ceux qui vont avoir une relation avec la prescription et qui va permettre en fait d'uniformiser les systèmes d'information pour rendre possible en fait la communication entre les différents systèmes. Donc nous on s'appuie beaucoup sur ça parce que finalement c'est une aubaine pour nous puisque nous on a respecté ce standard-là et on peut aller se connecter avec notre technologie au flux d'ordonnances qui va sortir d'un peu tous les logiciels aujourd'hui sur le marché et qui va permettre du coup de capter cette ordonnance-là et de la retrouver directement sur l'application mobile au lieu d'avoir une impression papier. Donc, on s'appuie aussi sur une évolution des usages, puisqu'on a fait une étude sur à peu près 1600 patients, un peu plus, presque 1700, qui nous a dit qu'effectivement, on avait 80% des patients qui étaient prêts à passer au numérique. Donc, ça veut dire de dématérialiser les prescriptions, mais aussi de dématérialiser leur gestion et de pouvoir faire ça directement depuis son mobile au travers d'une application qui va un petit peu automatiser tout ça. Comme on le voit finalement aujourd'hui avec la banque en ligne, la dématérialisation des factures et toute la gestion qu'on peut avoir au travers de plein de plateformes qui se développent petit à petit et qui va pas non plus, qui va se développer aussi dans la santé et donc du coup au travers de choses comme nous on fait aujourd'hui, comme on développe aujourd'hui. Donc les patients qui sont prêts à passer au numérique, ça va un petit peu de pair avec l'évolution de l'équipement des Français aujourd'hui, puisque on considère aujourd'hui par beaucoup d'études qu'on peut retrouver sur Internet, notamment au travers de l'INSEE, des choses comme ça, qu'aujourd'hui 80% des Français sont équipés de smartphones. Donc c'est quelque chose qui est quand même largement utilisé maintenant, et que malgré le fait que la population soit vieillissante, les quinquas qui sont aujourd'hui équipés de smartphones seront les octogénaires de demain et qui seront du coup plus à même d'utiliser toutes ces technologies-là, puisque finalement, même si nous aujourd'hui à 30 ans on est digital native, à un moment donné, on sera nous aussi dans la génération future un petit peu plus vieux et puis on aura cet usage-là qui sera déjà bien installé. Donc nous, on a une vision qui est plutôt sur les 10 prochaines années, on va dire. Donc c'est vraiment un travail de fond qu'on effectue. Donc on va revenir un petit peu sur les prescriptions papier. Donc je vais vous poser une petite question pour la suite. Donc on va essayer de rendre un peu la chose interactive. Donc à votre avis, donc vous pouvez répondre dans le chat.
Je ne sais pas comment je le vois là par contre, mais Il faut changer d'écran. Ok. Ouais. Alors selon vous, combien en France on génère de prescriptions papier par an? Je vous laisse répondre dans le chat, vous pouvez estimer, hein, c'est une réponse. Alors, hop, comment je fais pour voir le chat? C'est où Laurent? Non, c'est clair. C'est pas là, si, c'est là, non? Il y a le chat, non? Non, c'est pas celui-là. Alors, excusez-nous, le temps que vous répondiez, peut-être. Ah, voilà. C'est bon. Ok, donc je vous laisse. On laisse le temps d'interagir, du coup. D'interagir. Il n'y a rien à gagner. Non, il n'y a rien à gagner. Non, il n'y a rien à gagner, malheureusement. C'est juste. Ok, donc Olivia, est-ce que tu peux nous dire si on a des gens qui se sont jetés à l'eau? Alors, donc j'ai du 200 000, 200 000, 300 ok. millions, 300 millions, 500 000, 500 000, ok. Qui dit mieux? Vous pouvez y aller, hein? 200 millions. Ah, 200 millions, c'est pas mal. Ça chauffe, Ça chauffe. Bon, allez. Bon, allez, je vais dire. Je vais pas vous faire languir plus longtemps. Donc, on est. Alors, on s'en rapproche un petit peu, mais on est quand même loin du compte, puisqu'on considère aujourd'hui qu'on est à peu près à 500 millions d'ordonnances qui sont imprimées chaque année en France, qui sont imprimées ou échangées. Donc, outre l'impact forcément écologique qu'on a sur ça, puisque là, on parle vraiment que de la France, c'est vraiment, ça montre aussi un peu le flux chaotique qui circule en France tous les ans au travers des prescriptions, puisque c'est ça qu'on s'échange vraiment aujourd'hui. L'information médicale, elle est là. C'est vraiment ce papier qui finalement, quand il part du médecin, disparaît un petit peu de la circulation et puis va partir de manière du coup effectivement très chaotique aux pharmaciens, aux transporteurs, aux laboratoires et qui est perdu de vue en fait dans le système. Nous vraiment on s'attache, notre objectif il est vraiment là, c'est vraiment la mission, c'est les 500 millions de prescriptions par an en France. Et nous, notre objectif, c'est d'aller en capter, en numériser un maximum pour essayer de rationaliser un petit peu ces échanges-là et permettre une meilleure gestion quotidienne pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc mon ordo, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc on a vraiment deux parties. On a toute une partie très technologique. Donc on a intégré le standard de la e-prescription et on va aspirer les données dans notre système au travers d'API qui vont se retrouver dans le cloud. Et puis toute cette donnée, en fait, on va la rediriger vers une application grand public où on va avoir tous les services en relation avec ces prescriptions qui sont déjà intégrés nativement dans l'application. Donc, où le patient il va pouvoir gérer toute sa santé, toutes ses prescriptions en un clic depuis une appli mobile qui est en cloud, donc qui est accessible depuis n'importe quel mobile, juste avec ses identifiants. Et là, on va retrouver tous les services qui sont en relation avec les prescriptions. Donc, quand c'est du médicament, les pharmacies, quand c'est du transport sanitaire, un réseau de transporteurs national, quand c'est des laboratoires, des analyses médicales des laboratoires, et où on va prendre en compte en fait toutes les données qui sont contenues dans la prescription et qui vont amener du service au patient. Donc, on peut parler du nom des médicaments avec de l'information médicale, la posologie pour faire des rappels de prise, la durée du traitement, les nombres de renouvellement, et puis plein de services qu'on va pouvoir amener avec. Donc, la relation en direct avec des transporteurs sanitaires où on va pouvoir réserver son transport sanitaire en un clic. Et tout ce que apportent les applications natives aussi, ça veut dire la vision en temps réel de ce qui se passe sur la prise en charge des patients et ensuite aussi toute la traçabilité sur ce qui s'est passé sur ma prescription. Donc ça veut dire où est-ce que j'en suis de mes renouvellements, qu'est-ce qui a déjà été délivré, est-ce que le transporteur m'a pris en charge, à quelle heure, quel est le transporteur, quelle pharmacie m'a délivré mon médicament, on va retrouver toutes les coordonnées, etc. Donc c'est vraiment une prise en charge globale du patient qui va être améliorée au travers d'une application mobile et surtout la disparition du papier qui fait que on a centralisé l'information et elle est disponible en 24/7.
Donc tout ça, c'est une belle histoire, une belle vision et une mission qui, sur le papier, paraît louable et de santé publique, on va dire. Mais tout ça, ça suffit pas pour avoir de l'usage, puisque il faut aussi travailler l'ergonomie, puisque on a de fait une application qui va être largement diffusée, largement diffusée à un public qui va être pas forcément digital native entre guillemets, mais pas aussi tech que nous on peut l'être. Et du coup, ça s'adresse vraiment à vraiment un panel très varié où il faut qu'on ait une ergonomie et une simplicité d'utilisation qui est prise en compte dès le début. Et ça, c'était une préoccupation majeure pour nous et qu'on a mis au centre du développement. Donc, je vais vous laisser juger de nos premiers écrans. Donc, on part de loin. Donc, voilà. Donc, on part même de très loin, on peut dire. Donc, alors là, on va voir du côté gauche. Donc, du côté gauche, alors là, c'est là où ça transpire le métier de pharmacien, on va dire, et où on part vraiment du côté pragmatique du produit, où on se dit, OK, bon, j'ai identifié la problématique, j'ai une idée de ce que je veux que le produit soit, et maintenant, je vais coucher mon brouillon de métier, où là, on voit que effectivement, on part de la prescription. On se dit qu'il faut qu'il y ait des notifications, donc on voit le petit 1 là qui ressort. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est ça, les notifications. On a besoin aussi d'infos, donc voilà, on a les infos sur les pharmacies, on sait qu'il faut un petit peu de réglage et puis des insights, donc des data. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le prototype du pharmacien qui se dit ok, paf, voilà, j'ai décelé une problématique, je sais où je veux aller, mais j'arrive à le matérialiser, mais de manière très brute. Ensuite, on a le second batch, donc la partie de droite, où là, c'est plutôt le moment où les développeurs arrivent un petit peu en renfort dans le projet. Ils se disent, bon, ok, ton idée, elle est top. On va essayer quand même de mettre un petit peu de technologie derrière et puis d'interface, parce qu'on en a fait à l'école, quoi. Et on a retravaillé un petit peu les screens avec la nouvelle charte graphique aussi qu'on était en train de construire pour arriver sur l'écran de droite que vous voyez, où ça reste quand même encore très brutal, on va dire. Mais on commence à se dire, ok, il faut qu'on amène un petit peu quelque chose d'autre sur ces écrans. Mais c'est toujours très fonctionnel et pas très beau, quoi. Donc, comment on fait pour arriver à ça, qui est quand même finalement quelque chose de beaucoup plus abouti et finalement qui colle quelque part un petit peu mieux aux usages qu'on retrouve aujourd'hui sur des applications qui sont largement diffusées comme Facebook, Uber ou d'autres applicatifs. Donc pour arriver là, on s'est mis en mode guérilla avec l'équipe d'iCube et notamment Laurent qui est avec moi aujourd'hui. On lui a laissé les bébés que vous avez vus précédemment avec nos magnifiques écrans et nos magnifiques idées, et on s'est mis autour d'une table en se disant, bon, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que iCube peut faire au final avec tous ces parpaings, quoi. Effectivement. Alors, j'avais pas vu l'écran de gauche au départ. Ils sont venus nous voir simplement avec l'écran de droite, hein, pas celui avec la belle croix verte. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a adopté comme démarche? Donc, nous, on a adopté une démarche que l'on sait appliquer chez de nombreux clients, hein, c'est la démarche UX. On est UX designer, on est une équipe de 7 designers, donc. Et on s'est intéressé effectivement au contexte Monordo, qui avait certes une belle problématique, mais on l'a vu, ils étaient très focus métier, et on voit bien que leur métier, précisément, c'est pas le travail des interfaces. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire une phase de compréhension du contexte. On s'est réunis avec Monordo, avec les 3 parties prenantes, hein, qui étaient Nadji, Léo et Sébastien. Donc. Ensuite, on a consacré du temps à une phase de recherche utilisateur. Alors, on verra après que Monordo avait déjà fait une belle part de recherche, hein, et business et utilisateur. Suite à cette phase, on est entré donc dans le cœur du métier, hein, vraiment dans le design, la conception. C'est là qu'on donne naissance au produit au travers de maquettes et de prototypes. Et puis une phase qui est très importante,
parce qu'elle permet de retourner vers les utilisateurs et de s'assurer que ce qu'on a designé finalement répond bien à leurs besoins. Et puis, ça permet aussi de s'assurer de l'utilisabilité de ce qu'on a conçu. Voilà, donc on va rentrer dans le détail de ces 3 phases. La première phase, donc, de compréhension du contexte Monordo, vraiment s'approprier le métier, leur projet. Donc ça passe par une phase d'observation et d'échange. On a énormément échangé avec Monordo. C'est vrai que c'était des échanges pratiquement quotidiens. Et il se trouve que on a passé un peu de temps à bien comprendre et bien appréhender le projet et son contexte. Et donc Monordo, comme Monordo avait déjà réalisé une phase de recherche et business et utilisateur, et qu'ils avaient déjà fait un travail d'identité graphique à minima, on va dire, au moins au travers d'une petite charte pour leur logo. Voilà, donc ils avaient déjà un travail de base et leur questionnaire utilisateur, dont parlait Sébastien précédemment, pour lesquels ils avaient reçu 1700 réponses, enfin 1600, entre 1600 et 1700 réponses, donc c'est quand même de la data importante sur laquelle on s'est beaucoup appuyé parce que elle était de qualité cette donnée. Ils avaient bien pensé leur questionnaire et donc on a pu finalement bien avancer à partir de simplement leurs insights à eux. Donc, cette phase de compréhension est passée également par une phase d'analyse des besoins. Donc, c'est ce que vous voyez sur les 2 photos qui sont jointes. On a imaginé une liste de fonctionnalités qu'on pouvait produire, par exemple, pour les patients. Sachant que Monordo est arrivé en fourmillant d'idées, il y avait vraiment pléthore d'idées. Et notre premier travail a été de comprendre toutes les fonctionnalités, tous les besoins qu'ils avaient imaginés et de les recentrer sur un genre de MVP, un minimum viable product, qui est vraiment leur cœur de métier, qui allait pouvoir apporter rapidement de la valeur aux utilisateurs. Donc l'idée, c'était de mettre en production assez rapidement un premier cœur de métier vraiment pour d'abord donner aux utilisateurs qui se rendent compte de l'utilité du service, et puis nous de pouvoir itérer de manière en design pour capter des retours au fil de l'eau. Voilà, de cette première journée également, donc on a fait un tri, c'est ce que j'expliquais, on a regroupé en catégories, puis on est parti donc sur des décisions de design. Donc ce travail était vraiment très important parce qu'il permet de dégager, en réalité, il permet de dégager une première structure de l'architecture de l'information dont on va se servir pour le travail qu'on va faire par la suite en design. Donc la phase de recherche, je passe rapidement dessus, c'est quelque chose qu'on fait classiquement chez d'autres clients qu'on accompagne. C'est très important évidemment parce que ça nous permet de capter les besoins, les buts et aussi les frustrations des utilisateurs, des futurs utilisateurs. Et généralement, pour capter cette donnée, on a recours à des entretiens, on privilégie plutôt les face-à-face. Alors avec cette période un peu compliquée de Covid, on a des outils comme Teams qui permettent de faire des entretiens à distance vraiment de qualité. On peut aussi faire de l'observation quand on a besoin d'observer les gens ou les utilisateurs dans leur contexte d'utilisation. Et puis, c'est ce qu'a fait Monordo, se baser aussi sur des questionnaires. Voilà, et de toute cette donnée qu'on va extraire au travers des rencontres avec les utilisateurs, on va dégager, donc je le répète, mais c'est très important pour lui, c'est les besoins, les buts et les frustrations des utilisateurs. De tout ça, nous, on produit des personas, c'est des archétypes d'utilisateurs. Donc pour Monordo, les personas avaient déjà été entamés par l'équipe de Monordo. Donc les 3 personnages, je pense que vous les avez à peu près ciblés. Les plus importants, ça va être les patients, évidemment, parce que l'appli est vraiment faite pour les patients. Et les pharmaciens, qui allaient recevoir les prescriptions et les traiter. Et puis, évidemment, les émetteurs de ces prescriptions, qui sont les praticiens de santé, donc les médecins, entre autres. Voilà, donc persona, experience map également, experience map qui permettent de décrire le parcours de l'utilisateur, par exemple dans des fonctionnalités telles que transmettre une ordonnance à la pharmacie pour un patient. On décrit comme ça toutes les étapes et on voit les éventuels points de friction, les points d'interaction avec le système que sont le téléphone, etc. Donc suite à ce travail vraiment de compréhension, de recherche utilisateur, on est parti donc en conception, et avant de démarrer la conception, on a eu besoin de faire un audit sur une partie de l'applicatif qui avait déjà été développé. Donc je pense que vous l'avez compris, l'applicatif il se découpe en trois grands pans. La partie médecin, qui est plutôt orientée desktop, donc une appli pour les ordinateurs. La partie patient, donc la partie en mobilité pure, pour les smartphones notamment. Et puis la partie pharmacien, qui avait déjà été initiée, le développement a été commencé. Donc du coup, on a fait un audit sur cette portion pharmacien. Un audit heuristique et de l'inspection cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est s'assurer de l'utilisabilité, de l'ergonomie simplement,
des interfaces. Donc ça, c'est un travail qui peut être intéressant, qu'on mène souvent chez d'autres clients qu'on accompagne, parce que tout simplement, en un temps relativement limité, on arrive à lever vraiment des problèmes d'ergonomie. Et comme dans le rapport qu'on fournit aux clients, il y a certes les problèmes détectés, la criticité également pour les utilisateurs, hein, mais on fournit toujours une proposition d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment des quick wins intéressants. Et du coup, pendant que nous, on allait s'attacher à faire le design, et ben, mon ordo a pu se focaliser aussi sur les corrections ergonomiques de la partie desktop pharmacien. Voilà, donc ensuite, nous sommes vraiment passés à la phase de design, de conception. Comme je le disais tout à l'heure, mon ordo était vraiment très réactif. On a eu des échanges vraiment privilégiés avec ce client. C'est vrai qu'il y avait un échange de tous les jours. Et du coup, ils étaient également intéressés dans tous les travaux qu'on pouvait mener. Et c'est pour ça qu'avant, enfin même régulièrement on en a fait, mais avant de commencer le travail de design, on a imaginé ensemble des screen flows, c'est-à-dire des enchaînements d'écran dans des parcours utilisateurs, pour voir un peu quelle navigation on allait pouvoir donner à l'application patient notamment. On a vraiment mis le focus dans cette première partie de projet sur la partie patient en mobilité. Et puis on a également imaginé donc, cette fameuse page d'accueil patient, qui était quand même relativement sensible. Et on a fait un travail de co-création avec eux, parce que du coup, c'était important d'embarquer notre point de vue de designer, également de se baser sur l'audit et les données terrain qui avaient été captées auprès des utilisateurs, mais aussi leur point de vue, donc au travers de Sébastien, de pharmacien, de Léo, de son point de vue technique, donc de l'apport du développement, et puis de Nagy pour tout ce qui est market. Et voilà, donc on a imaginé cette première page d'accueil patient ensemble. Et après, donc, on est parti pour un travail d'un bon mois, en travail de design pur, donc, au sein de l'agence. Hein, on a travaillé à 2 designers sur la partie wireframe. Donc, les wireframes, je vous ferai voir après ce dont il s'agit. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle de maquettes basse fidélité, fil de fer. Il s'agit simplement de poser la hiérarchie de l'information, de valider les interactions et aussi de valider la navigation dans l'application. Donc, vous verrez tout à l'heure, on verra des écrans, des exemples d'écran. Parallèlement à ceci, on a également un autre designer de l'équipe qui a entamé un travail sur l'identité visuelle, même si mon ordo avait déjà fait un travail sur sa charte graphique. On a fait notamment des propositions de pistes d'identité visuelle qui se basaient sur un wireframe qu'on avait déjà produit en amont, hein, quelques jours avant. Et puis, mon ordo ayant finalement choisi une orientation visuelle, on a décliné des maquettes haute définition pour le coup, donc représentatif de ce qu'aurait l'utilisateur à la fin entre les mains, d'écrans stratégiques, c'est-à-dire les écrans d'accueil principalement, et puis des écrans, par exemple, de sélection d'une pharmacie, enfin voilà. Parallèlement à ce travail, suite à ce travail de déclinaison haute définition, on a également créé un UI-Kit. Donc l'UI-Kit, c'est un outil qui est vraiment intéressant, parce qu'il permet, c'est un référentiel en réalité de tous les composants graphiques de l'application. Donc de manière atomique, on part du bouton, ou du libellé, ou du formulaire, et petit à petit, on monte un référentiel vraiment de tous les composants qui vont composer l'application. Double avantage, on a une application homogène, parce que tout est adressé normalement visuellement dans le UI-Kit. Et autre avantage, non des moindres, on gagne du temps après en développement, parce que tous les composants sont adressés. Les développeurs n'ont plus qu'à rechercher le composant qu'ils souhaitent dans le UI-Kit. Et en plus, on expose au travers d'un logiciel le code CSS associé aux composants. Donc ça, c'est aussi un gain de temps parce qu'on peut constituer rapidement une feuille de style en cliquant simplement sur les composants à part un et puis en imaginant la feuille de style qui en découle. Et enfin, derniers travaux qu'on a menés, c'est des travaux d'illustration, notamment pour l'onboarding. On a imaginé une série de petites planches graphiques qui permettent au futur utilisateur ou à l'utilisateur qui arrive sur l'appli de s'approprier facilement et de comprendre facilement quel était le service qu'allait leur rendre mon ordo. Sur l'UI-Kit et sur l'onboarding, effectivement, non seulement ça nous a beaucoup servi sur le développement de l'application, mais en fait, ça a créé une homogénéisation sur toute la communication et le marketing, puisque on s'est aussi resservi de ces éléments en fait pour créer du contenu, pour nos présentations, pour nos documents marketing, pour faire de la communication, et pareil pour l'onboarding. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée en fait une homogénéité à la fois à l'extérieur dans la communication qu'on va retrouver
aussi dans l'utilisation et dans l'application sur toutes les plateformes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on perd pas en fait les utilisateurs du début à la fin et ça crée vraiment une identité de marque très forte qui nous permettent d'être facilement reconnaissables pour le grand public et pour les professionnels. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Voilà, donc l'UIKit qui peut également se décliner en design system, donc c'est une implémentation un peu plus importante dans laquelle on retrouve vraiment, on expose sur un site complet et on peut récupérer, alors ça va plus loin, il y a de la gouvernance, enfin, etc. Mais déjà, l'UIKit est un très très bon outil et un très très bon référentiel, très utile pour les projets. Je vais vous illustrer par quelques exemples pour que peut-être les moins initiés comprennent ce qu'est un wireframe. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie de gauche. Hein. On a imaginé comme ça des maquettes d'écran. On voit dessus qu'il y a déjà une hiérarchie de l'information. Par contre, on constate qu'il n'y a absolument pas la couche graphique. Le but des wireframes, c'est pas de valider l'identité visuelle, hein, c'est de valider l'architecture de l'information et aussi de valider tout ce qui est navigation entre les écrans. On voit à droite, par contre, son pendant, qui est donc à peu près le même écran, qui a été décliné, lui, avec la couche donc UI, hein, User Interface, voilà, donc qui est la version qu'aura l'utilisateur à la fin entre les mains. Voilà une planche de wireframe, par exemple. On voit, par exemple, qu'on dessine sur ces planches les comportements. Par exemple, si je clique sur le bloc qui est au milieu, je vais avoir un bloc un peu plus haut. On voit les enchaînements aussi logiques qu'on peut avoir. Et puis là, c'est juste un tout petit extrait de tous les wireframes qu'on a produits, parce qu'on en a fait vraiment beaucoup. Donc, ça permet aussi, à mon ordo, de repartir avec des conceptions entièrement faites. Tous les écrans ont été ainsi maquettés. Donc, c'était vraiment un gros boulot. Une planche du design, hein, juste pour vous illustrer aussi que on a fait plusieurs déclinaisons. Là, c'est pareil, c'est juste un tout petit morceau de ce qu'on a fait en UI-Design. Et là, donc, l'UIKit, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, malheureusement, c'est petit, mais voilà, en fait, l'UIKit, c'est un document. Donc là, j'ai mis les planches côte à côte, mais ça peut s'apparenter à un document. Hein, vraiment, on peut l'imprimer puis ou en faire un PDF, par exemple. Et dedans, on retrouve, on redécrit tout. Hein. Donc, on redécrit le framework sur lequel on s'applique. Donc, nous, en l'occurrence, on s'est appuyé sur Material Design. Les couleurs, les typographies, l'iconographie, parce qu'on a fait également un travail d'iconographie pour une identité propre à mon ordo. On retrouve ici le travail d'illustration avec une description de quand et comment, où utiliser ces illustrations. Un travail important aussi qui a été fait sur la mise en page, donc au travers de la grille, on décrit vraiment, ça permet d'avoir une appli vraiment homogène, c'est-à-dire que des blocs seront toujours centrés de la même manière, etc. Et puis après, on retrouve tous les composants de manière atomique. Donc là, c'est juste une petite partie de l'UIKit, hein, il manque plein de planches. Par exemple, ce qu'on voit ici, c'est un bouton, et on décrit par exemple, s'attache à expliquer tous les types de boutons déjà qu'on peut avoir. Et aussi, sur une autre planche qui n'est pas là, malheureusement, on décrit tous les états de tous les composants, c'est-à-dire le bouton actif, le bouton, quel aspect il prend quand il est inactif, quand il est cliqué, quand il est survolé aussi, par exemple. Voilà. Je termine juste avec l'illustration, enfin un morceau d'illustration qu'on a faite. Donc on voit sur la partie haute une partie recherche un peu qui a été faite sur une tablette graphique, hein, et après la version vraiment travaillée qui a été livrée à mon ordo, donc débarrassé de ces textes, parce que les textes viennent en surimpression au travers du code HTML, hein, tout simplement. Voilà. Et je vais en terminer, moi, par une phase très importante dans l'UX Design, c'est la phase d'évaluation, évidemment. Ça, c'est vraiment un moment privilégié, parce que on retourne vers les utilisateurs. L'idée, c'est de faire valider les designs qu'on a fait, les conceptions, les maquettes, et de retourner vers les utilisateurs, et donc de leur faire ce qu'on appelle des scénarios d'usage, c'est-à-dire leur demander de dérouler, d'atteindre des buts qu'ils pourraient avoir au travers de l'application. Typiquement, on pourrait demander à un patient, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, d'aller chercher une ordonnance qu'il vient de recevoir, puis de la transmettre à la pharmacie du Pastel, qui est place du Capitole, par exemple. Voilà. Et on voit comme ça, si l'utilisateur arrive à réaliser le parcours sans frein, ça nous permet de valider l'utilisabilité, donc l'ergonomie, mais aussi ça nous permet de relever des choses importantes. Hein. C'est un moment, comme je le disais, d'échange avec l'utilisateur, donc c'est toujours très important pour nous, UX designer. J'ai un exemple qui vient notamment sur la partie médecin. Je me souviens qu'on avait relevé un frein. Un des praticiens me disait, qui était interrogé pour valider les designs, hein, me disait, mais je ne comprends pas, parce que comment je suis alerté, moi, que j'ai besoin de renouveler cette prescription pour un patient qui a besoin d'un suivi. Et effectivement, je n'ai pas eu de réponse à lui apporter, parce que tout simplement, cette fonctionnalité n'avait pas été imaginée. Et du coup, on est repassé en phase de design,
On a réabordé également ce point avec d'autres médecins parce qu'il nous semblait important de creuser. Et effectivement, ils ont tous validé le fait que c'était hyper important pour eux de pouvoir être alertés, de se poser eux-mêmes des alertes, parce qu'à l'heure actuelle, ils étaient obligés de passer soit par leur secrétariat, soit par un système externe, soit sur leur smartphone, mais une fois sur deux qui est déchargé ou qui est ailleurs. Donc voilà, donc on a vraiment apporté de la valeur au travers d'un frein qu'on avait noté. Et donc on a un petit peu chamboulé le planning, mais on a quand même casé cette fonctionnalité qui était vraiment importante. Voilà, donc cette phase est vraiment une phase privilégiée pour nous, les designers, parce qu'on recapte vraiment de l'information terrain. En ce qui concerne, moi j'en ai fini pour le scope UX Design, donc je vais repasser la parole à Sébastien. C'est bon. Je pense que c'est bon. Donc effectivement, Laurent a fait le tour un peu du projet Monordo. Donc nous, ça a été vraiment très bénéfique. Je pense que pour une start-up, en fait, c'est quand même assez essentiel de travailler sur ce genre de choses, surtout quand on aborde un problème comme le nôtre où finalement on se retrouve face à un nouvel usage qu'il faut appréhender. Nous, ça a été essentiel. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure très bien Laurent, nous, on est parti vraiment d'une vision de ce que va être un petit peu la gestion des prescriptions dans les prochaines années et avec aussi une forme d'énergie qui nous faisait un petit peu avoir plein d'idées, fourmillement d'idées. Et le travail avec iCube, ça nous a vraiment permis de nous mettre face à l'usage, de recentrer un petit peu les réflexions en nous disant bon ok, il y a plein d'idées, on a plein de fonctionnalités qui peuvent venir, effectivement ça va chambouler plein de choses, mais aujourd'hui on se remet face à l'usage et on se dit bon ok, concrètement c'est quoi en fait la valeur de Monordo intrinsèque, c'est quoi le début en fait de l'histoire quoi. Et c'est vrai que ce travail-là, ça a été super important pour prioriser finalement toutes les fonctionnalités qu'on allait développer derrière et de se dire, OK, il y en a peut-être qui peuvent attendre un peu et peut-être que celles qu'on avait détectées qui avaient de la valeur, finalement, dans l'usage, ça en a peut-être moins que ce qu'on pensait et donc du coup de recalibrer un petit peu le scope. Et ça, c'était vraiment un travail, je pense, qui est super important à faire dès le début pour pas finalement se retrouver avec quelque chose qui fourmille de fonctionnalités, mais où 80% ne seront pas utilisés ou qui seront peut-être pas ergonomiques à prendre en main. Donc ça, c'était très intéressant, donc vraiment se centrer sur les usages. Ensuite, ce qui était assez intéressant aussi, c'était la manière dont on a travaillé autour de ces problématiques-là, puisqu'on a vraiment mis les mains dans le cambouis avec les équipes d'iCube et on a co-construit finalement la réflexion autour de l'UX et de l'UI. Et ça, c'est très agréable parce que même intellectuellement, se mettre vraiment dans cette réflexion et de regarder comment on arrive finalement à aboutir à un produit avec des profils très différents autour de la table qui vont un peu se challenger les idées, puisque il y avait du métier, il y avait de la tech, il y avait de l'UX, il y avait de l'UI, il y avait du marketing un petit peu, et tout ça fait qu'on a une richesse d'idées qui remonte et qui aboutit à des choses qui sont quand même au bout du bout très abouties, très propres et très qualitatives, quoi. Et puis qui nous fait, comme l'a dit tout à l'heure très bien Laurent, tout ce qui est UI, UI, ça a été fait au travers de l'UIKit. Ça nous a permis aussi d'aller beaucoup plus vite. Donc nous, en fait, on avait clairement une deadline. Donc on a eu notre équipe d'investisseurs Team Up qui est rentrée au capital en janvier avec un objectif, c'était de mettre le produit sur le marché au mois de mars. Donc on partait pas du premier écran, heureusement, que je vous ai montré tout à l'heure. On avait quand même le deuxième, mais mine de rien, on est reparti un peu de zéro, on est reparti from scratch. Et donc l'équipe d'iCube nous avait dit bon, il y a autant de temps normalement de travail de recherche et de développement du côté UX/UI que d'intégration du côté client. Finalement, on a respecté ces délais au travers de ces UIKits qui avaient été vraiment super bien conçus, où on a pu les intégrer de manière très rapide, les écrans, hiérarchiser les écrans, malgré le fait qu'on avait
monter qu'un seul écran final prioritaire. On a pu facilement remonter tous les autres avec l'UIKit. Donc, on a quand même eu du retard finalement parce que, comme tout développement informatique, il a fallu débugger la plateforme. Mais en tout cas, côté UX, UI, franchement, ça a été super, super agréable. Et on est très vite arrivé à quelque chose de montrable, entre guillemets, et de démontrable aussi, et d'utilisable. Et ça, pour nous, c'était super important parce que on avait pris le parti dès le début de se dire, OK, pour une plateforme qui est à destination du grand public, il faut prioriser l'application mobile donc, de gestion des ordonnances pour montrer finalement aux professionnels de dire, bon, ben, regardez, on peut dématérialiser ce document, on va vous montrer concrètement comment ça fonctionne et vous allez voir tout de suite que en fait, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ça, sans une application mobile ergonomique et intuitive, on ne peut pas le faire parce que déjà, le travail d'abstraire un peu ce document et la gestion qu'on va en faire après de manière numérique, ça peut être compliqué pour les gens. Alors si en plus derrière on a une machine à gaz pour la gérer, ça devient très vite compliqué en fait d'expliquer notre vision et puis de mettre en produit sur le marché. Et là, grâce au travail qu'on a fait avec les équipes d'iCube, du coup, on a quelque chose qui est très intuitif, très simple, où on peut très vite montrer en fait, regardez, on va pas remplacer un système existant par quelque chose de plus compliqué, mais on a vraiment mis l'usager au cœur de la réflexion. Et regardez, finalement, on se rend compte que oui, demain, ça sera géré comme ça et c'est super simple et super intuitif, quoi. Donc, nous, c'était vraiment une très belle expérience de pouvoir travailler avec les équipes d'iCube, tant au niveau de la qualité du travail que humainement, puisque c'était aussi vraiment un plaisir de bosser avec eux sur ce produit, quoi. Donc moi j'en ai. On en a fini du coup. On en a fini, je crois. On a fini notre exposé. Ce qu'on va faire, c'est simplement peut-être passer aux questions-réponses s'il y en a, en espérant qu'il y en ait. Et ensuite, s'il n'y en a pas. Olivia, si tu nous entends, est-ce que tu as des questions à nous proposer? Je vous entends. Pour l'instant, il n'y a pas de questions qui ont été posées. D'accord. C'est vrai qu'on n'avait pas spécifié au début que les gens pouvaient poser des questions au fil de l'eau. Peut-être qu'il y a des questions, donc maintenant, maintenant qu'on est arrivé au bout. Bon, ce qu'on peut faire, c'est en attendant peut-être qu'il y ait des questions qui émergent, s'il y en a. Ce qu'on vous propose effectivement, c'est une vraie démo. Le mieux, c'est d'expérimenter. Il n'y a pas mieux. Ouais, c'est toujours intéressant de voir ce qui peut être finalement fait après. Donc, on a vu les wireframes et l'utilisabilité. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous rendre sur les App Store. Pour voir comment vous gérerez vos ordonnances aussi vous demain, d'ici là que ça arrive chez vos médecins et chez vos pharmaciens. Donc vous vous rendez sur l'App Store, vous tapez Mon Ordo dans l'App Store, tout simplement. Alors on vous a mis des identifiants de test et des mots de passe du coup qui va avec. On vous laisse télécharger l'application. Quand vous avez l'application installée, vous mettez les identifiants et les mots de passe et vous nous mettez un petit OK dans le chat, qu'on puisse un peu voir où est-ce que vous en êtes. Et ensuite, après, moi, je vais vous faire une prescription électronique que vous allez recevoir sur votre smartphone et vous allez pouvoir naviguer un petit peu dans l'application pour voir comment c'est affiché, comment ça réagit et l'ergonomie qu'il y a derrière. Donc, je vais vous laisser donc télécharger l'application dans un premier temps. Alors, j'ai des petites questions qui sont en train d'émerger. Donc, on me demande, est-ce que le produit a été mis sur le marché? Alors oui, le produit a été mis sur le marché pendant le Covid. Donc malheureusement, on a fait ce qu'on a pu sur cette phase-là. On a très vite itéré en fait sur le produit. Ce qui nous a permis de faire très vite une V2 qu'on a repassé d'ailleurs chez iCube avec les fonctionnalités. Et aujourd'hui, on a fait un petit pivot entre-temps et là, on est de retour sur le marché depuis quelques semaines.
Donc là, depuis le mois de... Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec une startup, c'est que là, depuis le mois d'avril, on a déjà eu 2 versions et un pivot sur le produit, tout en gardant bien sûr le travail qui a été fait, puisque en fait le pivot c'était plus un pivot commercial plutôt qu'un pivot vraiment sur l'utilité du produit. Mais les cycles sont très courts en tout cas, donc c'est intéressant quand même dans le... Olivia, est-ce que tu... Oui, je laissais finir Sébastien. Quelle est la technologie utilisée pour l'application? Alors, je vais laisser répondre Sébastien, du coup. Je vais laisser répondre mon CTO, qui n'est pas là. Alors, sur ces questions-là, moi, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je ne suis pas du tout tech. Ce que je peux vous dire, en tout cas sur l'application mobile, c'est que c'est du React Native. Voilà. Ensuite, après, si on veut creuser un petit peu, je ne peux pas vous en dire plus sur le bac en termes d'utilisation. Je ne peux pas vous dire, je sais pas exactement. Je sais que c'est du React Native, donc tout est fait en native. Et les applications web, elles sont faites en JavaScript. Ok. Est-il indispensable d'avoir un interlocuteur technique côté client pour ce genre de projet? De notre point de vue, indispensable, non. Par contre, on aime beaucoup avoir son point de vue. C'est pour ça qu'on a fait des ateliers, on a fait de nombreux ateliers avec Léo notamment, et avec d'autres développeurs sur la dernière partie là. Ouais. C'est vrai qu'on aime beaucoup avoir accès aux gens qui font la technique, parce qu'eux ont un point de vue sur la chose, et puis surtout ils sont les garants de la faisabilité à la fin. Donc il ne s'agit pas de s'embarquer d'imaginer des interfaces qui ne seront pas réalisables, tout simplement parce que la technologie, la pile techno ne le permet pas. Mais après, nous, en tant que UX, c'est vrai que plus on a de points de vue sur un design, sur un atelier de création, mieux c'est. Et le point de vue des devs est évidemment très important. Alors, est-ce qu'un UX peut prendre la place d'un UI? Je veux dire, un UX designer peut-il s'occuper de l'UX et de l'UI et inversement? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. Question piège. Alors en fait, les deux sont complémentaires. Il faut comprendre que l'UI contribue entièrement à l'expérience utilisateur. Si on a une interface pourrie, excusez-moi le terme, c'est un peu péjoratif, mais l'expérience en sera dégradée. Donc l'UI contribue complètement à l'expérience, au même titre que l'UX. Et du coup, chez Soyuz, dans l'équipe, nous sommes tous... j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des compétences complémentaires. C'est vrai qu'il y a, sur le spectre UX-UI, on est tous capables de faire de l'UX et de l'UI, sauf qu'il y en a qui ont une appétence déjà et une expérience supplémentaire en UX, et d'autres clairement une appétence et également une expérience en UI design. Et on l'a vu, on a également des talents d'illustrateurs dans l'équipe. Donc ça veut dire qu'on couvre vraiment tout le spectre de l'expérience, et c'est pour ça aussi qu'on peut se permettre de faire des expériences globales, ce que disait Sébastien, une expérience de marque, parce qu'on va au-delà du support digital, on peut aller aussi sur le support papier, faire de la communication papier, etc. Alors, combien de temps a été consacré à la recherche UX et combien de temps à la partie UI? Alors, la partie recherche, c'est ce que je disais, pour Bonordo, ça a été un peu particulier parce que c'est eux qui l'ont fait en grande partie. Nous, on a trouvé que les inputs étaient satisfaisants, donc on n'a pas jugé nécessaire de refaire de la recherche, d'autant plus que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais on est parti un peu dans un mode itératif. Il y avait des impératifs de deadline, de mise en place sur le marché. C'est pour ça qu'on a recentré Bonordo sur vraiment son cœur de métier. Et du coup, on s'est basé vraiment sur les insights qui aboutissaient de la recherche Bonordo. Donc, je ne saurais pas répondre au temps qu'ils ont consacré à la recherche. Ça me semble quand même relativement important, dans la mesure où ils ont quand même bâti un questionnaire qui était sérieux à notre sens. Et ils ont récupéré quand même 1700 réponses. Ils ont pris le temps de bâtir des personas. Et puis aussi des experience maps. Donc ce n'est pas rien, donc je pense qu'ils ont dû y consacrer un certain temps. Je ne pourrais pas répondre à cette question, dans le sens où ça a été fait... Après, ce que je peux te dire... Ça a été fait au fil de l'eau, nous, pendant le temps de la création de la stratégie marketing aussi, donc il n'y a pas... Je ne pourrais pas dire, mais ça a pris quand même du temps. Ouais. Après, ce que je peux dire, c'est si nous, on avait dû faire cette recherche, on y aurait consacré probablement... à la louche, je dirais entre 5 et 15 jours, ça dépend, enfin voilà, on va dire une dizaine de jours minimum, je pense, parce que le travail était relativement qualitatif.
Et alors après, pour répondre à la question, donc peut-être UX, production des wireframes, on y a passé environ 1 mois à... Alors j'ai dit qu'on était intervenu à 2 designers, c'est moi qui intervenais principalement, et de temps en temps il y a Vincent qui intervenait, donc je dirais 1 mois et demi homme à peu près peut-être, pour produire ces wireframes. Et pour la partie UI, je pense que c'est à peu près l'équivalent parce que il y a eu la recherche, il y a la recherche d'identité visuelle. Après, il y a eu un travail aussi de déclinaison de wireframe en haute définition et enfin la constitution de l'UI-Kit. Donc je ne sais pas, peut-être que Camille pourrait peut-être mieux répondre à cette question, mais j'aurais dit à peu près entre 15 et 20 jours hommes facile. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Camille Boulestin, je suis UX UI designer dans l'équipe avec Laurent et c'est donc moi qui suis intervenue sur la partie UI et illustration pour mon ordo. Si on parle du temps jour-homme, pour la partie recherche UI, UI-Kit et illustration, c'était 10 ou 15 jours, quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça répond aux questions. Alors, une petite question pour vous deux. Donc, dans la démarche UX/UI, est-ce que vous travaillez en agile? Alors, moi, je sais ce que c'est, je ne suis pas sûr que Sébastien sache. Moi, je suis très agile, oui. Non, clairement, non, on n'a pas travaillé en agile. On était plutôt, alors je voulais le dire tout à l'heure, mais je n'ai pas fini en fait ma phrase. On était plutôt dans un mode Linux, c'est-à-dire on est parti d'hypothèses, on a raffiné les hypothèses, on a recentré sur les besoins. Et la phase qui est importante, c'était la phase d'évaluation. C'est pour ça qu'on a mis vraiment de la valeur sur cette phase. On a consacré du temps à évaluer et ça a permis d'itérer. Il n'y avait pas de gros problèmes d'utilisabilité qui ont été relevés. Des problèmes de wording, parce qu'on s'adresse à des praticiens, notamment chez les médecins, qui ont un vocabulaire parfois, voilà, nous on est designers, Seb est pharmacien, on n'a pas forcément voilà, un langage adapté. Voilà, donc pour répondre à ça, non, on n'était pas en mode agile sur ce projet. Mais c'est des choses qu'on s'est adressées, qu'on fait chez d'autres clients. Alors, une question pour Sébastien. Quel modèle économique? Alors nous, aujourd'hui, on travaille avec des éditeurs. Donc on est sur un modèle économique SaaS, où on fournit notre brique technologique et on la connecte à notre système d'application et on vend ça concrètement aux éditeurs qui sont dans la santé de manière générale et qui à un moment donné vont devoir être capables de communiquer avec le standard qui va être implémenté par la sécurité sociale et qui vont devoir le comprendre, comprendre l'impact que ça va avoir sur leur business et être capable du coup de pouvoir amener du service aux différents acteurs en relation avec ce standard. Donc nous, on a un modèle d'abonnement pour les éditeurs avec un fixe volume d'ordonnance qui est dégressif en fonction de savoir si c'est un éditeur qui en traite beaucoup ou moins. Voilà, on est un peu sur un modèle en fait, comme se fait aujourd'hui des Google avec du cloud où il y a un abonnement de mise en route du service et ensuite après c'est un paiement à l'usage, quoi. Donc on est sur un modèle qui est un peu on va dire unique en fait, puisque nous on adresse un marché qui est les ordonnances papier et les ordonnances qui circulent en France. Donc les 500 millions c'est notre marché et nous c'est ce marché là qu'on va aller chercher. Donc on a notre pricing qui est sur le volume en fait de ces ordonnances, quoi. Alors toujours une question pour toi Sébastien. Est-ce que nous pouvons inciter nos praticiens à utiliser l'application et si oui, comment doivent-ils opérer pour y avoir accès? Alors aujourd'hui, on peut inciter effectivement les praticiens à leur parler juste de l'application, ils peuvent s'inscrire. On a des formules qui restent encore aujourd'hui possibles pour les praticiens en direct, mais aujourd'hui essentiellement ça va passer par des distributeurs, donc type éditeur, donc ça va être intégré dans les logiciels métiers et c'est à ce moment-là que ça va arriver justement chez les praticiens. Mais ils peuvent se rendre sur notre site internet et demander d'être installés, il n'y a absolument aucun souci. Et dernière question, combien de temps ça a pris au total pour sortir une version 1? Alors, est-ce que on parle d'une version
En fait, si on prend le projet de l'idée jusqu'à la version 1, on va dire que ça, jusqu'à la version 1, ça veut dire jusqu'au mois de mars, je vais dire à peu près 1 an et demi, puisqu'il y a eu beaucoup de travail sur, en fait, sur le projet en lui-même. En fait, il y a deux choses qui sont, enfin, il y a 3 choses qui sont essentielles. C'est la première chose, c'est on dématérialise un document, donc ça veut dire qu'on crée un système d'information qui est capable de savoir en fait où est-ce qu'on va mettre les blocs. Donc on va dire il y a un médecin, il y a un pharmacien, il y a des médicaments, il y a des posologies, il y a des durées de traitement, il y a le nom du patient, il y a toutes ces choses-là. Donc on crée une base de données qui va pouvoir structurer et dématérialiser ces informations et les ranger au bon endroit. Donc ça c'est déjà un travail qui est assez compliqué, donc ça c'est une première chose. Et ensuite, après, une fois qu'on a fait ça, ce travail-là, il faut le mettre dans un contexte, puisque la prescription, elle vit dans un contexte, puisque il y a un médecin qui l'a fait, il y a un patient qui la récupère, et puis après, il y a des règles. Donc ça veut dire il y a des règles de savoir maintenant le patient, comment il va interagir en fait avec son écosystème, donc avec le pharmacien, avec le transporteur sanitaire, avec le laboratoire. Et tout ça, c'est un autre niveau en fait de connaissance qui prend aussi beaucoup de temps. Et une fois qu'on a défini tout ça, il faut le mettre en fait en route dans un applicatif. Et c'est là où du coup on a le travail de iCube qui vient complémenter en fait le travail qui a été fait en amont et qui permet en fait de donner vie à ce système-là de manière informatique. Donc tout ça nous a pris quand même 1 an et demi facile, quoi. Avec tous les chantiers qu'on avait derrière, avec la sécurité sociale, les standards, les bases de données afférentes, etc. Donc c'était quand même un travail qui était très long, qui était long, assez compliqué, long. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, on peut le couper en briques de 6 mois, quoi, à peu près. Plus de questions. Ok. Alors du coup, est-ce que les gens donnaient du feedback par rapport au téléchargement de l'appli? Pour lancer une petite démo, du coup. Je peux faire un partage d'écran, moi aussi. Je sais pas. T'as besoin de le faire? Ah, tu peux pas le faire? Si, je peux. Si, je peux. Si, je peux. Bon. Alors, j'ai une petite question. On a dû la passer sans faire exprès. Donc, j'ai la démarche UX. S'est-elle inscrite après avoir déjà une solution logicielle existante et efficiente, non diffusée, ou bien complètement en amont du développement de l'application? Alors, attends, excuse-moi, Olivia. Je répète la question. Ouais. La démarche UX s'est-elle inscrite après avoir déjà une solution logicielle existante et efficiente, ou bien complètement en amont du développement de l'application? Alors non, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y avait déjà, vous avez vu les beaux écrans que vous a montré Sébastien au début. L'écran de droite, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les pilules en skeuomorphisme là, en 3D. Ça existait déjà. Mais bon, c'était quand même un embryon de l'application. Ouais, et puis c'était pas sur le marché déjà. Voilà. Et c'était pas vraiment fonctionnel parce que c'était des écrans une partie était en train d'être construite, mais c'était pas vraiment fonctionnel en fait. La partie c'était beaucoup trop en amont en fait du développement informatique, et au moment en fait où on a pu avoir financièrement la capacité d'aller plus vite, c'est à ce moment-là où on a dit bon ok, on met en pause un petit peu le développement en tant que tel, on se concentre sur l'expérience utilisateur pour pas refaire 3 fois le même travail. Donc on va dire que nous on avait commencé à développer le produit peut-être à aller 30% quoi. Ouais. L'infrastructure informatique était déjà là, puisque le système d'information lui avait été déjà opérationnel. Mais par contre tout ce qui était front, là par contre on n'avait pas
alloué de ressources à ça, puisqu'on savait que de toute façon, il nous fallait faire un travail d'UX dessus avant, donc on n'avait pas avancé sur ce sujet, quoi. Ce qui existait, par contre, c'était la partie desktop pharmacien, Ouais, sur laquelle on a fait l'audit. Voilà, pour apporter des quick wins rapidement, des corrections ergonomiques rapides. Parallèlement, enfin, ça leur a permis de faire le dev pendant que nous, on concevait la partie patient, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'utilisateur tant qu'on n'avait pas eu fini le travail du UX, quoi. Alors du coup, est-ce qu'on passe à la partie démo? Hop. Donc pour les gens qui ont téléchargé j'ai pas fait un partage d'écran. mon ordo, tu veux partager cet écran? Ouais. Alors, excusez. Ah mais si, c'était bon, c'est bon. C'était bon. Je vais regarder ici que ça soit bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran de... Je pense pas, il va celui-là. Ah ben oui, il va celui-là. Du coup, il faut que tu partages... Non, ok. Donc il faut partager, terminer. Non, termine. Non, arrêtez le partage. Voilà, c'est ça. Voilà, partager. Celui-ci. Voilà. Clique derrière. Ok, ben alors je vais vous faire une petite démo donc de la plateforme. Alors ça, c'est l'interface médecin qui est intégrée chez nos clients, donc chez nos clients éditeurs. Donc là, on va se connecter. Donc tous les écrans qui sont là ont été maquettés entre guillemets par iCube. Donc là, je vais vous mettre donc, le mot de passe. Voilà. Donc là, on arrive sur les écrans qu'on avait maquettés, sur lesquels on a travaillé avec Laurent. Donc là, on voit toutes les fonctionnalités qu'il disait, donc les alertes, par exemple, les demandes de renouvellement, tout l'écran d'accueil. Donc nous, notre cœur de métier, c'est vraiment l'ordonnance. Donc on crée une ordonnance. Donc là, on va mettre voilà, la démo. Donc là, on arrive sur des écrans où donc on avait différents types de fonctionnalités. Donc là, on n'a pas sur la prod, on n'a pas encore le transport et le laboratoire d'analyse, mais on a le médicament. Donc là, on a les modèles, par exemple. Voilà. Donc là, c'est très simple. Là, on fait une ordonnance. Donc là, je vais taper Alors, par exemple. Sébastien, je vais te couper un tout petit peu. J'ai une petite question de feedback. Donc, ça se trouve juste à l'accueil. Pourquoi avoir autant d'actualités sur l'accueil alors que j'ai une section dédiée? Une section dédiée? Sur l'appli mobile? Oui. L'appli mobile en premier. Alors, est-ce que tu peux répéter la question, Olivia, s'il te plaît? Oui. Alors, pourquoi avoir autant d'actualités sur l'accueil alors que j'ai une section dédiée? Donc, je pense à la section dédiée Actu. Ah oui, d'accord. Mais normalement, il n'y en a que 3, en fait. C'est vraiment pour avoir les dernières, les trois dernières. Les 3 plus importantes, en fait. Mais là, il n'y a pas d'action requise pour le moment, il me semble, sur... Alors, attendez. Hop. Donc là, on est sur le... Bon, après, c'est un environnement de démo, ouais, ça ne correspond pas non plus à la vraie vie. Du coup, ouais, non. Là, c'est le format de standardisation des données. Donc, en gros, toutes les données qui sont ici, en fait, elles sont standardisées. Donc, on voit voilà, l'expérience pour les médecins, c'est très rapide. Donc là, metformine, par exemple. Voilà. Donc ça, pareil, je clique là. J'en mets un le soir. Hop, hop. Pardon, admettons, on va mettre en renouvellement. Voilà. Donc là, pareil, affection longue durée. Attention. Allez. Voilà. Le repas. Voilà. Paf. Donc là, j'ajoute. Et là, paf. Je transmets ma prescription. Donc là, en une seconde, elle est transmise au patient. Donc là, elle se retrouve dans l'écran d'accueil dans la liste de manière instantanée. Et là, de votre côté, vous avez reçu une notification sur votre mobile où vous allez avec les dernières actualités. Les dernières actualités de la prescription. Là, vous pouvez cliquer sur les actions requises. Donc là, vous voyez qu'il y a une prescription qui vient d'arriver avec toutes les informations dessus. Vous cliquez dessus, paf,
ça vous amène sur l'écran de prescription avec toutes les informations du médecin, tout le statut de l'ordonnance. Donc là, on va avoir toute la traçabilité sur la prescription de manière numérique. Et ensuite, vous allez avoir en clair donc, les informations sur les médicaments qui sont affichées sous forme de carte, avec la posologie, la durée de traitement, les remarques du médecin. Donc là, on voit les remarques que je viens de faire sur la metformine, donc attention pendant les repas. Vous avez un code de retrait qui est affiché comme un QR code un petit peu que vous scannez quand vous allez à l'aéroport, les billets d'avion. Là, vous avez vous affichez votre QR code. Le QR code vous permet d'avoir une délivrance zéro papier dans toutes les pharmacies de France et on assure la traçabilité aussi numérique de ces prescriptions. Donc, on va avoir un suivi du patient. Et là, vous avez un petit bouton en bas qui vous permet, si votre pharmacie est équipée, de pouvoir la transmettre en avance. Et là, vous allez voir, une fois qu'elle est transmise, donc le pharmacien va la valider en avance. Et là, vous allez avoir toutes les notifications de préparation de la prescription. Donc, vous allez voir à quel moment elle est prescrite, à quel moment elle est délivrée, est-ce que les médicaments sont prêts ou pas, et le statut global de la prescription. Donc là, je la prends en charge côté pharma. Vous allez recevoir à chaque fois des notifications natives qui vont vous permettre de suivre l'avancée, de savoir où vous en êtes, de vous déplacer que quand la prescription est prête. Et puis après, vous allez voir sur l'application mobile la prescription qui va se mettre à jour de manière instantanée avec toute la traçabilité de la prescription. Et également, vous allez voir que toutes les informations en clair. Donc là, l'ordonnance qui est renouvelable une fois, elle est renouvelée à partir du 4 novembre. Là, vous allez voir toute la traçabilité, à quel moment a été généré le QR code, à quel moment ça a été envoyé à la pharmacie, etc. Et là, la prescription est par exemple bloquée jusqu'au 4 novembre. Et le 4 novembre, on va permettre au patient, on va lui rappeler de prendre en charge ses médicaments, on va lui rappeler de retourner à la pharmacie. Et si par exemple la prescription arrive à son terme, au lieu de le diriger vers une pharmacie, on va plutôt le diriger vers son médecin. Et là, on peut reboucler avec nos clients, par exemple, éditeurs, sur de la prise de rendez-vous en ligne, de la prise de rendez-vous en téléconsultation ou tout ce genre de choses, quoi. Donc, on va assurer vraiment une traçabilité et une prise en charge qui va être du coup facilitée pour les acteurs et optimale pour les patients. Voilà. Alors, petite question, si ma pharmacie n'est pas équipée? C'est justement ce que je disais tout à l'heure. En fait, le QR code permet une délivrance dans toutes les pharmacies de France, indépendamment si elles sont équipées ou pas. Donc ça, c'est le libre choix du patient. Donc on a un système de traçabilité qui est unique, qui permet aux patients d'aller dans n'importe quelle pharmacie de France. Grâce au QR code qui est scanné par le pharmacien, il récupère la prescription et du coup, il peut faire la délivrance de manière classique. Faut-il que le pharmacien soit équipé de l'application Mon Ordo pour que l'ordonnance puisse être traitée? Non. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, elle est traitable dans n'importe quelle pharmacie de France. Une fois que la e-prescription, par exemple, va être déployée à partir du mois de décembre de manière générale dans toutes les pharmacies, il aura juste à scanner le QR code et tous les médicaments du patient apparaîtront dans son logiciel métier directement. Donc, ça sera une interfaçage générale avec toutes les pharmacies qui sont sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Ok. On va donc on va clôturer on va conclure ce webinaire du coup simplement en vous indiquant donc nos coordonnées si jamais vous avez d'autres questions ultérieurement ou que vous souhaitez nous contacter pour faire de l'UX design sur vos projets ou pour implémenter Mon Ordo ou devenir partenaire avec Mon Ordo. Voilà. Moi, je vous remercie de votre attention. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez échanger. Nous, on est tout le temps très ouvert sur les retours. Donc, voilà, je vous invite à nous contacter. Il y a notre numéro et notre email. Donc, voilà. Je vous remercie. J'ai une dernière question. Excuse-moi de te couper. J'ai une dernière question. Est-ce que l'application envoie des notifications push pour rappel de la prise des médicaments? Oui, on est en train de travailler sur ce sujet-là en ce moment. Donc, ça sera plutôt sur une V2 sur l'application mobile ou une V3. Mais en tout cas, effectivement,
Ça, c'est le pilulier. C'est un sujet qu'on avait écarté dans le MVP, en fait. Ouais, c'est un sujet qu'on avait écarté dans le MVP, mais effectivement, ça a tout son sens parce que, étant donné que de manière native, on a les informations de prise de médicaments, les posologies, les durées de traitement, on a la possibilité de faire des piluliers de manière automatique, donc sans avoir de ressaisie à faire derrière. Ce qui est l'objectif donc avec l'objectif d'améliorer l'observance des patients en leur disant ben voilà, vous avez la possibilité d'avoir des rappels de médicaments. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, nous, on peut utiliser ces données-là pour aider les médecins à mieux prendre en charge leurs patients parce que on va avoir des retours d'usage. D'une part, sur est-ce que déjà mon patient va à la pharmacie récupérer son traitement, donc est-ce que mon patient respecte un petit peu mes prescriptions, est-ce que je lui conseille de faire. Donc, est-ce que quand il revient chez moi, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas respecté le traitement, ou est-ce qu'il a pris son traitement mais ça n'a pas marché. Et ça, c'est quand même une information qui est capitale finalement dans la prise en charge des patients. Et au-delà de ça, on peut aussi aller jusqu'à l'observance. Donc, ok, est-ce qu'il récupère ses médicaments, mais est-ce qu'après, derrière, il est observant. Et ça, c'est aussi capital dans les années qui vont venir pour la prise en charge des patients. Donc, je suis allé un peu plus loin dans la réponse, mais effectivement, oui, c'est des sujets qui sont prégnants. Donc, tout ce qui peut améliorer la prise en charge des patients via le numérique et les données, on l'a pris en compte. Bon, après, c'est une question de roadmap, en fait. J'étais un peu long sur ma réponse, je suis désolé. Plus de questions, hein, vous pouvez finaliser. Écoutez, on vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. On espère que vous avez appris des choses. Et puis, on espère, pourquoi pas, à bientôt. Donc, voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à nous contacter pour la suite. Merci et au revoir. Merci. Bonne journée.